Bonjour à tous et merci d'être là pour la première des petits déj Infire. Donc déjà merci à Jamila aussi d'avoir pas mal, c'est un pléonasme pour dire beaucoup organisé cette première réunion. L'idée ça va être de répéter ça, bon, ça vous concernera probablement tous un peu moins pour à partir du mois de novembre quand vous aurez changé de secteur, mais sur différentes thématiques, en gros un rythme qui est tous les 2 mois pour l'instant. Tous les mois. Tous les mois, c'est vrai, c'est octobre, novembre, décembre. Oui, c'est vrai que vous êtes encore là. Ouais, Des études incontournables en cardiovasculaire. Quelle exactement. date, Jamila? Toi qui sais tout. 14 octobre, 17 octobre. Alors là, attention parce que je pense que on va avoir la foule debout derrière là, pour regarder. Je pense qu'il faudra plutôt de chaises. J'ai bien des inscrits. Hein. J'ai une dizaine d'inscrits pour le 17 octobre. Donc n'hésitez pas. Et donc là, l'idée pour introduire était plutôt de faire autour de la thématique du Master 2, avec, on a voulu faire quelque chose de plutôt pédagogique et un peu table ronde discuter, avec une présentation un peu générale des différents aspects, et surtout après trois internes qui ont fait ou qui sont en cours de Master 2 pour vous parler un peu de leur expérience. L'idée étant pas de vous vendre une thématique très particulière, mais plutôt de vous donner les différents aspects qu'on peut faire en Master 2 et pourquoi on pense que c'est vraiment un énorme plus dans le parcours médical et dans l'internat de pouvoir avoir accès à ce type de formation. Et puis, moi, je vous donnerai un petit exemple de pourquoi j'ai trouvé ça trop cool de faire un Master 2 et de la recherche en général. Parce que, comme vous le verrez peut-être, j'ai un gros biais recherche. J'ai pas fait Ouais, que... bien recherche, mais c'est le propos de Voilà, je me suis... d'ailleurs. Exactement. Et donc voilà, donc au début, on voulait déjà vous présenter un peu la FHU parce que c'est quelque chose qui est un peu nouveau, qui peut paraître un peu nébuleux quand on regarde de l'extérieur. Donc l'idée des FHU, c'est des fédérations hospitalo-universitaires, donc de regrouper des services et des laboratoires de recherche autour de thématiques communes. Nous, notre thématique, c'est fibrose, inflammation, remodelage, donc Inflammation, Fibrosis and Remodeling, pour InFire. Et donc, ça regroupe beaucoup de services qui travaillent avec des pathologies qui prennent ces spécificités. Comme vous en doutez, ça comprend ça concerne beaucoup de personnes. Les principaux représentés, c'est les cardiologues, les pneumologues, les néphros, mais il y a aussi les internistes, les dermatos, les rhumatos, les radiologues pour le côté imagerie, les médecins nucléaristes pour le côté biomarqueurs, etc. Donc, on a vraiment un consortium qui est assez large. Et une des parties de ce FHU, c'est de s'intéresser à un projet plutôt pédagogique et éducationnel avec différents axes. Un axe vise plutôt les jeunes docteurs au sens large, que ce soit internes, DJ ou chefs de clinique ou jeunes PH, pour avoir une formation sur des thématiques communes du FHU. Et puis, on a des thématiques aussi plus orientées patients et paramédicaux dans cette FHU, plus un côté recherche qui est à côté. Donc moi, je suis Camille Cohen, je suis un des porteurs du FHU, je suis MCU en néphro ici, j'ai une activité clinique de néphro générale et plus une surspécialité en néphro-hémato pour laquelle je consulte en hémato à Saint-Louis, et puis un côté recherche qui occupe, j'espère, la moitié de mon temps, avec un laboratoire de recherche à la fac à côté sur des thématiques fibrose, inflammation rénale et complications rénales des immunoglobulines monoclonales, avec vraiment des modèles in vitro, in vivo de modélisation des dépôts d'immunoglobulines chez l'animal et dans des boîtes de culture. Je vais peut-être laisser les autres se présenter. Donc, moi, je m'appelle Raphaël Bory, je suis pneumologue ici, je suis spécialisé en maladies rares pulmonaires et je suis professeur de pneumologie. Et ma thématique de recherche, à moi, ce sont les fibroses pulmonaires d'origine génétique et familiale, avec personnellement plutôt centré sur la recherche clinique, avec des bases de données, des protocoles de recherche clinique, et puis une interaction forte avec le laboratoire INSERM qui est juste en face, qui travaille lui directement sur la physiopathologie de ces pathologies, notamment avec Quentin Philippe. Moi, je suis Grégory Ducrot, je suis PU en cardio. Je suis cardiologue interventionnel, je m'occupe de l'UDI. J'ai une thématique de recherche qui est centrée sur la recherche clinique, principalement d'athérothrombose et puis sur la cardiologie interventionnelle. Et comme on est là pour parler de M2, moi j'ai fait M2 il y a une vingtaine d'années, j'ai une CERM en face. C'était de la thérapie génique. Ça pour vous dire que les parcours cliniques ne sont pas linéaires et les parcours de recherche sont souvent encore moins linéaires. Moi, je m'appelle Emmanuelle Vidal-Petiot. Dans la FHU, mon rôle, c'est plus spécifiquement l'organisation de ces petits déj InFire. C'est un projet que j'avais en tête depuis pas mal d'années et à travers ça, et grâce à Jamila, on a pu le mettre sur place.
Donc, tous les mois, une conf mensuelle. Donc, aujourd'hui, ça, dans un mois, les incontournables, les études incontournables en cardiovasculaire. Ensuite, on aura une séance sur le rêve et le sommeil. Et en décembre, je parlerai d'hypokaliémie en m'adressant aussi bien à l'interne d'orthopédie pour ne pas le prendre au hasard, qui arrive et qui sait pas quoi faire face à son 3-2 de kaliémie qu'à l'interne de néphrologie. Voilà. Moi, mon parcours, il est un peu particulier parce que j'ai commencé par un parcours scientifique. Donc, en mon M2, je l'ai fait en tant que biologiste. Euh, il y a encore beaucoup plus longtemps que Grégory. C'était la préhistoire. Et, et voilà, donc on a pas mal de parcours différents. Et outre ces conférences, c'est aussi l'occasion de se présenter. Vous avez Bruno Crestani au fond de la salle et de pouvoir vous donner l'occasion, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ainsi qu'à ceux qui sont là, qui vont parler, de venir nous interroger en fonction de vos affinités, vos souhaits. Et voilà, l'idée, c'était un peu de réunir de manière transversale tous les jeunes docteurs de Bichat, pouvoir aussi répondre à leurs questions, les éclairer, sans barrière de discipline et de spécialité. En tout cas, merci d'être venu. L'idée, c'est vraiment de faire de la recherche, quel que soit votre topic ou votre centre d'intérêt, bah, vous allez voir que potentiellement tout peut être couvert par un M2. Et c'est quand même le premier pas pour aller faire de la recherche. Voilà, donc l'idée c'est que je vous présente un peu un blabla un peu général, après que je vous dise un peu mon expérience à moi, qu'on vous présente différents aspects des différents types de masters qu'on peut faire, et après on laissera la parole donc à trois plus jeunes que nous, Alexandre Dahan, Jules Meignet et Lucie Zerarga, qui ont fait ou font des masters pour vous dire un peu leur ressenti. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont dire, hein, peut-être que peut-être qu'ils vont me dire n'en faites pas. Mais en gros, moi, voilà, ce que je voulais un peu vous redire, c'est que bah déjà, un M2, c'est un peu flou parfois. Ça se présente dans la très très grande majorité des cas en un module de cours théorique et un stage pratique. Je pense que quand on est médecin, le stage pratique a un poids qui est encore plus important que quand on est scientifique, parce que généralement, on est assez drivé par des connaissances, que ce soit nos PU ou des gens qu'on connaît qui ont fait des stages à des endroits qui vont orienter vers des stages, et puis après on se rattache à un module de cours théorique, mais c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire dans le parcours. Et en fait, je vous ai juste mis, ça c'est les Master 2 de Paris-Cité seulement, juste pour vous dire qu'en fait il y a un panel, et en biologie évidemment, si vous voulez faire de la chimie organique, c'est possible aussi, mais il y a un panel de choix qui est hyper large et qui va de la biologie informatique, design in silico, physiopathologie. Bon, sciences du végétal, je pense que ça concerne un peu moins de personnes quand on est médecin. Et juste pour vous dire qu'en fait, il y a un panel de cours et d'offres de cours qui est assez démentiel et que bah, finalement, on a un choix pour lequel on peut se retrouver un peu perdu face à ça. Et moi, juste pour vous donner un exemple, j'interviens dans deux qui, comme ça, en titre, n'ont pas forcément grand-chose à voir, épithélium, structure d'interface et inflammation, maladie inflammatoire. Mais en fait, il y a des thématiques qui se recoupent un petit peu avec les différentes choses. Et donc, moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais fait mon M2, la grande question que je me posais, c'est mais comment on choisit? Parce que moi, alors moi, j'avais fait un M1 de immuno-infectieux à Paris Descartes à l'époque, avant que ça fusionne. J'adorais l'auto-immunité et compagnie. C'était vraiment un truc que je voulais développer un peu plus tard. Et puis, je suis arrivé interne en néphro. Et puis, je voulais faire de l'auto-immunité en néphro. Puis, il n'y avait pas grand-chose comme laboratoire à l'époque. Donc, je cherchais un peu. Je demandais aux gens. On me dit, oh, bon. Puis, on m'a orienté vers de la pédiatrie. J'ai été voir de la pédiatrie. On m'a dit, pourquoi pas. Et puis après, aux dernières minutes, on m'a quand même dit, bon, bah, en fait, t'es mignon, mais on aimerait bien que tu fasses un M2 dans le laboratoire qui est affilié au service. Et la pédiatrie, c'est un peu loin de ta pratique future, etc. Donc, je me dis, bon, d'accord. Et puis là, j'ai commencé à discuter avec des gens qui faisaient d'autres choses et qui faisaient en particulier de la fibrose rénale ou de la maladie rénale chronique. Puis en fait, ça m'a intéressé. Je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est marrant. Et puis, je me suis retrouvé inscrit au master épithélium structure d'interface à l'époque, qui existait déjà. Et bah, en fait, c'était trop cool. Je me suis dit que finalement, ce que ça m'a fait réaliser à ce moment-là, c'est que on trouvait un point d'intérêt quand on était relié à sa spécialité. Je pense que c'est une grande force qu'on a quand on est médecin et interne, c'est que on a déjà un background, on sait déjà vers où on veut s'orienter, et en fait, les thématiques qu'on peut choisir, déjà, elles se restreignent par elles-mêmes parce que, bah, évidemment, quand on fait bon, voilà, on peut faire de la cardio et de la thérapie génique, mais c'est rarement qu'on va faire quelque chose qui s'intéresse à de la neuroscience quand on est orthopédiste, ou en tout cas, c'est sur des projets qu'on construit un peu plus en amont. Et donc, en fait, ce qui est aussi un moment que je trouve hyper
hyper satisfaisant intellectuellement dans le M2, c'est qu'on peut choisir une thématique qui nous intéresse et on peut choisir en discutant avec des personnes, que ce soit au laboratoire ou en clinique, qui ont fait ce type de M2, de ce qu'on peut en tirer et ce qu'on peut choisir. Et donc moi, en très grand résumé de ce que j'avais adoré à l'époque dans le M2, en particulier, moi je l'avais fait après mon 5e semestre. J'avais fait l'année de césure, après mon 6e, pardon, enfin, il me restait une année d'internat à faire. Il n'y avait pas de DJ à l'époque. Et ce que j'avais trouvé hyper agréable, c'était que c'était vraiment le premier moment où j'avais l'impression de gérer mon propre temps pour moi-même avec un projet de recherche qui m'appartenait et j'avançais comme j'avais envie d'avancer. Et ça, moi, c'est un truc que je trouve assez génial et je trouve que les M2 que j'encadre maintenant, ils ont aussi ce sentiment où je dis n'importe quoi, mais on a envie de commencer tôt un jour pour faire une grosse manip et pour avancer dans nos résultats un peu. Mais si un autre jour, on doit partir à 17h parce qu'on a un truc et que on veut faire autre chose, c'est aussi possible. Et en fait, tout est arrangeable. Je dis pas que le but est de glander et de partir forcément à 17h tous les jours, mais en tout cas, on a une flexibilité dans l'emploi du temps que j'avais trouvé assez agréable et j'avais trouvé que c'était le premier moment dans ma carrière, entre guillemets, jeune, où on pouvait manager son propre temps et on pouvait décider de comment avancer avec un certain degré d'autonomie, mais qui était sur une échelle de temps qui était plus large que l'échelle de l'hôpital, où généralement on est quand même un peu porté par le flow, jour pour jour, des entrées, sorties, choses à faire. Moi, j'avais eu de la chance d'avoir beaucoup d'autonomie en M2. Ça convient pas forcément à tout le monde, mais après, ça, c'est à discuter avec les encadrants au fur et à mesure. Mais ça permettait de vraiment commencer à faire une vraie démarche scientifique, à se poser une question et à dire comment je pourrais la résoudre et comment je vais avancer dans la réponse à cette question. Et puis, il y avait un côté que moi, j'avais trouvé j'avais trouvé ça génial à ce moment-là, c'est qu'en fait, se dire à un moment, on est quasiment la seule personne au monde à savoir des choses. On se dit, mais en fait, je suis en train de me poser je sais pas, est-ce que P21 dans la cellule endothéliale glomérulaire est activé dans le vieillissement rénal? Probablement que 99,9% de la population s'en fout, mais moi, à ce moment-là, j'étais dire, ah, mais en fait, oui, et je trouvais ça très cool. Et puis, effectivement, en termes de développement personnel, ça permet de développer des nouvelles compétences. Enfin, vous verrez, c'est aussi quelque chose qui est assez perturbant. Moi, je vais surtout parler, pour l'exemple, du labo de recherche fondamentale, mais je pense que c'est un peu la même chose pour les biostats. Quand on arrive, on ne sait rien faire. Et globalement, on arrive en Master 2. Généralement, quand on est médecin, on n'a pas fait le stage de Master 1, où c'est une exception d'une poignée d'entre eux qui l'ont fait. Donc, tenir une pipette, c'est vraiment le truc. On est en train de tirer la manche des gens pour dire, mais comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. On est encadré par un chef de 60 ans qui vous dit, tu feras un Western blot pour la phospho machin truc. Toi, tu dis oui, oui, parce que tu as honte de dire que tu sais pas ce que c'est. Et donc, c'est perturbant au début, mais en fait, c'est quelque chose qui, à la fin, apporte, je trouve, beaucoup d'accomplissement personnel. Et puis, il y a une grande question, c'est le financement, parce que c'est vrai que c'est une année qui est, entre guillemets, de césure dans le programme de l'internat. C'est vrai que j'ai l'impression que les vannes s'étant quand même pas mal ouvertes sur le nombre de bourses années recherche et qu'il y a de plus en plus de sociétés savantes qui donnent des bourses de M2. J'ai à peu près le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de gens sur le carreau que c'était à mon époque où les gens s'autofinançaient un peu enfin voilà, les gens faisaient des gardes, quoi, globalement, pour un terme d'entre eux. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, que les bourses années recherche qui vous conservent votre salaire d'interne sont assez ouvertes. Donc c'est devenu moins compétitif, mais dans le bon sens du terme. Il faut quand même un projet qui tienne la route, un encadrement par un labo qui tient la route, etc. Mais il y a quand même pas mal de possibilités. Et donc moi, avant de laisser la Tu peux parole, nous rappeler les règles maintenant, actuellement, pour avoir la bourse d'année recherche? alors, il n'y a pas de règle officielle, mais en gros, il faut un laboratoire d'accueil, il faut un projet de recherche et il demande globalement un CV, sachant que un CV d'interne ressemble généralement à un CV d'interne. Donc, quand on a une publication, évidemment, c'est un énorme plus parce que ça fait passer dans la case au-dessus. Après, j'ai l'impression que tout le monde écrit un peu le même blabla, que c'est une initiation à la recherche, un goût pour la vie universitaire, que si potentiellement un projet de thèse d'université derrière, etc., Donc, il n'y etc. a plus de conditions de classement à l'internat. Il n'y a plus de conditions de classement à l'internat. L'année en recherche, moi j'ai fait partie du jury. C'est quand même, t'as alors, c'est souvent avant l'internat, mais tu as quand même ton classement en fin de première année, par exemple, des choses comme ça. Il y a des points sur le CV du candidat. Donc c'est sûr que s'il était troisième en première année de médecine, c'est un petit plus. Et s'il a une publi, c'est un énorme plus dans les points, parce que j'avais la grille. Donc voilà. Donc tu as des points pour le candidat. Tu
tu as des points sur le fait qu'il est intégré dans un projet HU. Par exemple, s'il y a une lettre d'un chef de service qui s'engage à prendre comme chef de clinique, c'est clairement un plus. Et tu as des points pour le labo et le projet. Voilà. Et c'est quand même l'année recherche elle-même, hein, qui est un truc de l'ARS et tout, c'est quand même assez compétitif. Je me souviens plus du pourcentage, mais peut-être 10%. Vous sélectionnez un peu par les XP. Non, D'accord. non, mais c'est quand même assez compétitif. Après, c'est vrai, voilà, c'est les sociétés savantes, hein, donc ça dépend dans quel. Ça, c'est quand même une grosse source de financement. Et maintenant, il y a la PHP. Rappelez-moi le nom du processus. C'est une bourse un peu moins bien, mais c'est un bon C'est complément. pas quand même. ça, c'est pas anciens internes, AAI, Non, C'est les HP, internes actuels. HCR. Voilà, qui est un peu moins. Mais bon, voilà, tu peux faire une garde par mois et ça, par exemple. Ça, c'est nouveau. Je voulais rajouter un truc sur l'année recherche. C'est l'ARS qui gère l'année recherche, donc c'est des projets locaux. Si vous partez au Canada avec votre année Ah oui. recherche, c'est pas évident de vous payer la bourse. Mm. Il y a plus, c'est sûr que vous pouvez toujours la demander, ça coûte rien. Mais comme c'est l'ARS qui paye, je préfère prendre des projets concernant leur ARS. Ouais. Et on est un peu défavorisé en Île-de-France parce qu'il y a plus d'internes et plus de M2. Et donc, effectivement, la compétitivité est plus forte en Île-de-France qu'en région. Typiquement, j'accueille un interne de Nancy à partir du mois de janvier. Et à Nancy, il y avait 20 postes d'année recherche et 19 demandes, quoi. Donc, globalement, c'était à peu près un 100% de réussite. En revanche, si vous ne pas entendu, il y a aussi d'autres mécanismes de financement, qui soient européens, internationaux, etc. Donc ça s'organise, ça. Pas avoir de phobie administrative. Ça, c'est sûr. Globalement, non. Ouais. Il n'y a pas à faire, quoi. Ouais. Mais ça se trouve. Ça s'organise, ça se trouve, ça se prépare, ça se fait. Je ne dirais pas tous les pays, la Russie, ce serait probablement un peu difficile. Mais le Canada, en revanche, ça se fait pas très difficile. Mais je pense que globalement, enfin moi le sentiment que j'ai, c'est que sur un projet bien construit, qui n'est pas un peu fait à la va-vite, on trouve assez aisément un financement, que ce soit, enfin, je sais pas comment ça passe pour la cardio ou la pneumo ou l'endocrino par exemple, mais je sais que pour la néphro, la société de néphro a pas mal augmenté ses bourses de M2 et puis c'est adapté au projet de l'année recherche maintenant. Moi, à mon époque, c'était un peu pénible parce qu'il fallait tout soumettre en même temps avec des formats différents. Et en fait, par exemple, maintenant, la société de néphro, ils attendent les résultats de l'année recherche et on peut demander une bourse M2 société néphro que quand on n'a pas obtenu l'année recherche. Nous, on est un peu en retard, on n'a pas ce même format-là, et on soumet tout encore en même temps. Et les M2 de la FFC, parce qu'on a une société savante qui nous finance, il y en a pas mal, et j'ai l'impression qu'en effet, les vannes sont un peu ouvertes, à la différence que, alors, nous, on a 3 M2, 4 M2 qui arrivent l'année prochaine. En fait, on fait beaucoup de demandes pour les mêmes labos, et ils limitent d'abord à un financement Ouais. par labo, Mm. et ensuite, au fur et à mesure, des gens qui se désistent, donc on n'a pas le droit de cumuler les bourses, et ben, ils les accumulent. Pour l'instant, on a un 100%, on avait 3 M2 cette année, on en a 4 l'année prochaine, tout le monde a la bourse. D'accord. Donc, ça a l'air d'être plutôt. Pour Ouais. anticiper un peu, donc si vous avez démarré votre master là, en novembre l'année d'après, je dirais qu'en janvier, il faut déjà avoir. Voilà, faut pas débarquer vers un encadrant en Ouais. juillet. Non. Voilà, Et faut sachant quand que même les- anticiper. Mm. En fait, les bourses, ça se fait entre avril et juillet pour le novembre qui va suivre. Mais bon, ça se construit, un projet et tout. Donc, il faut avoir l'idée qu'on va faire un M2, je dirais quand même en janvier. Ouais. Parce que pareil, le projet, ça se construit un peu. Après, souvent, les, les labos d'accueil ont, entre guillemets, des idées de projet qui sont compatibles avec les bourses, qui ne sont pas forcément ce que vous ferez de manière effective par la suite. Mais effectivement, ça s'anticipe un peu, voire beaucoup, pour certains. Euh, Voilà un peu ce que je voulais vous dire de choses un peu générales. Après, je voulais raconter mon histoire parce que j'aime bien la raconter. Parce que, en vrai, moi, c'est un peu. Enfin, j'ai eu un espèce. Enfin, moi aussi, j'ai un parcours un peu biaisé comme Emmanuel. Enfin, moi, j'avais fait des prépa bio avant, je voulais faire normal sup, que de la recherche, etc. Et c'est après que je suis revenu dans la médecine parce qu'on m'a dit que j'aurais pas de travail dans la recherche. Bon, voilà, j'ai choisi, mais je ne regrette pas. Euh, et en fait, moi, j'ai eu un espèce de vrai déclic de recherche translationnelle quand j'étais en anapath. Donc, c'est un tout petit peu. J'aurais écrit un peu l'histoire, mais la chronologie n'est pas parfaite. Mais en gros, quand j'étais interne en anapath en dernier semestre,
à la HEGP, avec à l'époque une néphropathologiste qui s'appelait Dominique Nochy, qui était âgée de 73 ans à l'époque, mais qui était encore là et qui était très expansive. On voit les biopsies rénales comme toujours, et puis un jour, on voit une patiente, enfin on voit deux patientes qui étaient adressées par le service, qui avaient un tableau un peu bizarre, donc assez jeune, 30-45 ans, des hémorragies digestives à répétition, des troubles visuels sur des télangiectasies rétiniennes, des ostéoporoses fracturaires qui étaient sévérissimes parce qu'une des deux, celle de 44 ans, s'est fracturé les deux fémurs en se levant de son lit un matin, quoi. Ça a fait crac-crac. Et puis une insuffisance rénale qui était progressive et qui s'est terminalisée. Elles avaient été biopsiées pour ça. Et en fait, on les a biopsiées et on a vu ces choses-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas néphrologues, ça ne vous dit strictement rien, mais c'est un glomérule qui ressemble plus grand chose, plus vraiment à un glomérule. Et ça ressemble à c'est ce qui s'appelle la mésangiolyse. Il y a plus du tout, il y a une évanescence des tissus de soutien glomérulaire. Et donc, quand elle a regardé la lame, euh, Dominique Nochy, qui était très direct et très affirmatif dans ses diagnostics, a dit votre patiente, elle a été radiothérapiée. Donc là, tout le monde dit bah non, un peu de radiothérapie, c'est n'importe quoi. Et puis en fait, l'histoire traîne un peu, on savait pas très bien ce que c'était. Et puis la patiente, les deux passent à l'exome et puis ils trouvent une mutation d'un gène du télomère qui s'appelle CTCA, peu importe le gène. Et puis là, en fait, c'est là où je me suis dit, c'est hyper marrant, mais entre le télomère et la radiothérapie, parce qu'après, évidemment, on a repris les reins de radiothérapie. Donc, les reins de radiothérapie, c'est des trucs qui étaient décrits dans les années 70-80 pour des patients qui avaient des irradiations corporelles totales pré-greffe de moelle, où à l'époque, on n'avait pas beaucoup de thérapie induction de la greffe. Et fiou, on faisait 12-15 grès là, d'irradiation corporelle totale. Et puis, ça nettoyait la moelle, mais ça nettoyait un peu le reste aussi. Et donc en réfléchissant à ça, on se dit, mais quel pourrait être le mécanisme un peu commun entre ces lésions glomérulaires liées à des télomères et puis ces lésions de radiothérapie. Et puis en réfléchissant un peu et en faisant de la biblio, on s'est dit qu'il y avait un mécanisme physiologique qui existait, qui s'appelait la sénescence cellulaire, qui était quelque chose qui était trigué par l'altération télomérique et triguée éventuellement par la radiothérapie. La sénescence, c'est un état cellulaire où la cellule, elle s'arrête de proliférer, elle devient grosse, elle sécrète plein de trucs, et c'est à la base des mécanismes un peu antitumoraux pour éviter que des cellules qui accumulent trop d'anomalies génétiques se mettent à proliférer comme des folles. Et en fait, on a été regardé donc, sur les biopsies, d'abord au labo d'Anapat, on a été regarder les marqueurs de sénescence. Par chance, un des marqueurs de sénescence, c'est P16, et P16, c'est surexprimé dans le cancer du col de l'utérus. Donc il y a tout ce qu'il faut en Anapat pour faire les immunomarquages P16 sans se poser de questions. Et puis effectivement, il y avait de l'immunomarquage P16 qui était positif sur les glomérules de mes patientes, et en particulier dans des cellules qui avaient l'air d'être endothéliales du glomérule. Et donc ça, c'était quelque chose qui était à l'époque totalement inconnu. Et on s'est dit, bon, bah, c'est hyper marrant, mais comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Et c'est là que le laboratoire, éventuellement le M2, intervient, parce qu'en fait, quand j'étais au laboratoire, donc à l'époque chez Fabiola Terzi à l'hôpital Necker, qui travaille donc sur le modèle, des modèles souris de maladies rénales chroniques au sens large, et ben en fait, par chance, moi quand je suis arrivé, et ben, il y avait déjà des souris qui étaient vieilles, parce qu'ils avaient utilisé des souris vieilles pour un autre projet. Souris vieille, c'est 2 ans à peu près, mais quand on fait un M2, si on dit ah, je vais faire un projet sur le vieillissement de la souris qu'il faut attendre 2 ans, ben, ça commence à sentir un peu mauvais pour le projet. Mais par chance, elles avaient déjà été sacrifiées, et puis c'était donc on s'est dit bah tiens, on va regarder, c'est rigolo, et puis c'était hyper fun, je vais passer les détails, mais en gros, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait aussi de la sénescence dans les cellules glomérulaires chez la souris vieille, et puis il y avait encore plus de chance, on avait des souris qui avaient été irradiées corporelles totales, parce que pour certains protocoles, on irradie les souris pour leur changer la moelle. Par exemple, quand on veut regarder des marqueurs de macrophages ou de cellules immunitaires, eh ben, on irradie la souris, puis on lui transfère de la moelle d'une autre souris pour regarder des choses. Donc on s'est dit, nous, on va prendre nos souris qui ont reçu une moelle de souris, la même chose, qui n'ont pas eu de changement de moelle, et on va juste regarder l'irradiation. Et en fait, l'irradiation, bah aussi, il y avait de la sénescence glomérulaire endothéliale. Et puis à la fin, on a pu aller encore un peu plus loin, parce que, vous savez peut-être, dans les néphros, on greffe des reins de vieux parfois, et à Necker encore plus. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, on avait une cohorte de biopsies de patients, de donneurs de reins, décédés, qui avaient plus de 80 ans, et versus des donneurs qui avaient moins de 40 ans. Et en fait, ce qui était amusant, c'est qu'on voyait qu'il y avait aussi de la sénescence endothéliale donc sur ces reins avant qu'ils soient transplantés. Et sur cette sénescence endothéliale, on montrait, j'ai peut-être pas mis la courbe, enfin, voilà, c'est des images pour montrer que ça peut faire des trucs jolis, mais j'ai oublié de mettre la courbe, que bah, ceux qui avaient reçu un rein de vieux qui avait la sénescence allaient moins bien que ceux qui avaient reçu un rein de vieux qui n'avait pas de sénescence. Et donc en fait, tout ça, moi, ça a vraiment été un peu
entre guillemets, l'image d'Épinal de ce qu'ils imaginaient de la recherche et de la translation bench to bedside, ou bedside to bench to bedside, comme vous voulez. Mais avec, en gros, moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est la possibilité de faire la transition entre, vous voyez un patient qui vous intéresse ou des patients qui vous intéressent, vous vous posez une question, et derrière, vous avez les moyens au laboratoire d'essayer de répondre à cette question, d'aller plus loin dans la compréhension de ces mécanismes-là, et puis éventuellement de revenir avec un peu de chance au lit du malade pour développer soit quelque chose qui a permis de comprendre, soit un biomarqueur, soit une thérapeutique si on se met à rêver à un peu plus grande échelle. Clairement, vous n'avez pas inventé un nouveau médicament en M2. Enfin, je vous le souhaite, hein, mais ça serait assez étonnant. Mais voilà, je voulais juste un peu vous dire un peu moi comment je voyais l'intégration du M2 dans le parcours médical. Et je pense qu'en fait, ce que j'avais trouvé génial, c'est qu'en fait, les questions, elles viennent aussi des outils qu'on a. Et que globalement, moi, j'avais accès aux souris radiothérapie, aux souris qui étaient vieilles. Si j'avais pas eu ces réponses-là ou ces outils-là, bah, j'aurais probablement fait autre chose parce que j'aurais pas pu y répondre. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un moyen de jongler entre les différents aspects de notre cerveau et de nos questionnements assez différents. Donc voilà un peu pour moi. Je vais peut-être laisser la parole, j'ai beaucoup parlé aux plus jeunes, si vous voulez un peu raconter votre histoire. Je sais pas qui veut commencer. Jules, Alexandre, Lucie. Sandra et Lucie. Oui. Ben, allez, dans l'ordre près du tableau. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Alexandre Larin, je suis aussi néphrologue, actuellement en thèse de sciences en biostatistique, donc je n'ai pas été dégoûté par mon Master 2. Moi, pour changer, j'ai commencé par la médecine, j'ai fait tout ça dans l'ordre. Et en Master 2, je l'ai fait pendant mon clinica, en fait, enfin, après l'internat, parce que, en fait, pendant tout l'internat, au début, je m'étais dit, je veux faire un Master 2 parce que j'ai un peu l'impression que c'était ce que tout le monde faisait. Mais en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc, effectivement, c'est plus, on va dire, en faisant que je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de pousser cette thématique-là. Et donc, moi, c'était donc plutôt sur l'aspect biostatistique. La recherche fondamentale, j'avais jamais eu d'attrait particulier pour ça. Et c'était quand je suis passé dans le service donc d'Emmanuel aux explorations fonctionnelles, là, au deuxième étage, où en fait on a beaucoup de données et que on les avait jamais interprétées. Enfin, il y avait plein de choses à faire dessus. Et de pouvoir le faire dans un cadre avec un encadrement, une équipe de biostatistiques, où du coup on développe effectivement ces compétences-là. Et ça, c'est hyper précieux. J'ai pu, voilà, pendant vraiment un an, ça m'a travaillé ça comme il faut. Et c'est vrai que ça, par rapport à un projet des fois de thèse de médecine où on travaille un peu le soir, sur une méthodologie pas toujours très carrée, etc. Là, de pouvoir le faire au sein d'une équipe, donc c'était bien encadré, mais sur le plan stat, un encadrement vraiment spécifique avec des gens qui font que ça tout le temps et qui vous apprennent à bien maîtriser les outils, c'était hyper valorisant. Et c'est quelque chose après effectivement qu'on garde, hein. Et les statistiques, l'avantage, c'est que c'est dans tous les projets de recherche, quels qu'ils soient. Et donc, avoir cette compétence, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, donc, le projet de recherche en soi, en fait, en un an, n'était pas tout à fait possible à terminer. Donc, comme ça m'intéresse, j'ai décidé de poursuivre ce que je suis en train de faire donc, actuellement. Donc après, en termes de financement, c'est un peu particulier parce que je l'ai fait pendant le clinica, ça permettait de le faire puisque le sujet du master, c'était une thématique du service. Donc mon stage un peu pratique, ça se faisait au quotidien. Mais voilà, enfin, surtout aussi pour dire qu'on peut le faire après l'internat, c'est pas un frein. Et je pense que c'est mieux d'attendre, d'être sûr d'aimer ce qu'on va faire plutôt que de le faire pour le faire. C'est le moment de dire un mot sur le type de master qui sont possibles. Comme je vous disais, j'ai fait un master à l'INSERM il y a une vingtaine d'années, il y avait que des masters en labo qui étaient possibles. C'est toujours une possibilité, hein. C'est très très bien parce que, comme vous a dit Camille, c'est un autre monde. C'est une autre façon de penser, vous rencontrez d'autres personnes. C'est une ouverture qui est particulière. Une autre temporalité aussi. Une autre temporalité, ils n'arrivent pas à la même heure, ils vont pas. Bon, mais ça travaille différemment, mais ça travaille aussi beaucoup. Il y a des gens qui viennent le week-end dans les labos. Vous ne serez pas obligé de venir tous les week-ends, hein, mais c'est une autre temporalité. C'est pas pour autant que ça travaille, moi. Ça travaille différemment. Et puis, moi, avec le recul, je vous disais, d'une vingtaine d'années,
Bah, j'ai fait, quand j'étais à votre place, je sais plus, 5-6 semestres de cardio. C'est un peu tous les mêmes dans mon souvenir, alors que l'année au labo, bah, on s'en souvient, on en reparle encore. C'est une des rares opportunités de faire un petit peu autre chose dans votre carrière. Euh, Après, il y en a qui poursuivront, donc ce ne sera pas autre chose, mais si vous ne poursuivez pas, c'est quand même une ouverture qui est quand même très intéressante. Bon, ceci étant dit, maintenant, il y a d'autres types de masters qui sont développés. Et là, tu me parlais d'un master de stats, ce qui permet de rester sur des thématiques beaucoup plus cliniques. Donc, il y a les stats, il y a des masters d'épidémiologie aussi. Et puis, moi, je coordonne le module cardio d'un master de recherche clinique. Donc, ça permet d'avoir des projets de recherche clinique. Les masters dont je parlais, ces masters font de la recherche clinique sur de la cardiologie interventionnelle valvulaire. Donc, ça permet de rester vraiment sur des thématiques de recherche clinique. Pour vous expliquer brièvement comment fonctionne notre master, et on a des modules de méthodologie, un petit peu de statistique, la méthodologie des essais cliniques. Il y a la réglementation, tout ce dont vous avez besoin pour commencer à avoir une activité de recherche clinique. Et puis, vous êtes en stage dans un service. Mais le but, c'est pas de faire de la clinique, mais c'est de travailler sur des données cliniques. Donc voilà, c'est pour vous dire que euh, Camille vous a expliqué que vous avez un panel énorme dans le choix des M2, et il est encore plus grand qu'il l'était il y a quelques années, parce que ça s'est vraiment étendu à tout type de recherche. Peut-être enchaîner avec Jules, ouais, comme ça fait le bon enchaînement. Ok, bonjour à tous, moi je m'appelle Jules, je suis cardiologue interventionnel comme Grégory. J'ai fait un cursus un peu classique, j'ai fait médecine et pendant mon internat, je me suis arrêté, j'ai fait mon M2, je me suis arrêté après ma troisième année, avant ma quatrième année, il n'y avait pas de DG à l'époque. Et c'est un avantage non négligeable, et c'est quelque chose qui n'a pas été abordé là parce qu'on a parlé beaucoup d'universitaires, mais l'avantage de faire un M2 quand on est déjà interne et qu'on a une licence de remplacement, c'est de voir un peu ce qui se passe ailleurs. En cardiologie, c'est assez important. J'imagine qu'il y a d'autres spécialités où ça permet de rencontrer un autre type de pratique médicale. Ça permet de faire des remplacements, ça permet de faire des gardes ou des cliniques, ça permet de voir un petit peu d'autres mondes, d'autres manières de faire la médecine, parce que tous ceux qui font des M2 ne vont pas finir au PPH, et donc il y a forcément une partie qui partira à l'hôpital à un moment, et je pense pas que ça soit un problème. Mais ça permet de rencontrer ce monde-là, de tester, pour les cardiologues, des plus cabinets, de tester des gardes en clinique. Et moi, j'ai trouvé que c'était une ouverture très importante, sortir un peu de cette carrière CHU centrée au fait pendant notre externat et notre internat et se rendre compte que la médecine, c'est pas que ça. Moi, je suis toujours là, c'était ça qui me plaisait, mais au moins, depuis, j'ai vu autre chose. Euh, voilà. Je pense que c'est vraiment important. Ça rejoint le fait de ne pas le faire tout de suite parce que ça nous permet d'avoir une expertise clinique pour le laboratoire dans lequel vous allez travailler et puis avoir cette licence de remplacement qui vous permet d'avoir des financements. Moi, j'avais pas de sous pour mon M2. Juste avec les gardes et les remplats, on s'en sort. Le laboratoire était, j'étais à l'INSERM en bas, fondamental. Les gens sont très compréhensifs, ils me libéraient quand j'avais besoin pour aller faire ce que j'avais besoin de faire pour vivre ma vie et ça n'a pas posé de problème. Surtout que c'est l'URSSAF, on s'en sort. Ça, c'est simplifié. Ça, c'est simplifié. Et donc, moi, j'ai fait mon M2 en recherche fondamentale en bas. Je me suis greffé sur un projet d'une thésarde qui terminait. Donc, la thésarde a passé sa thèse au moment où moi, j'ai repris le projet. Et ça, c'était un vrai plus parce que tout était déjà lancé. OK, il stagnait parce que la thèse était finie et donc le, le projet n'avançait plus vraiment. Donc, j'ai pu reprendre cette dynamique-là. J'ai pu faire des expériences animales, j'ai pu faire des trucs très sympas, de belles publis avec ça. Et je me suis beaucoup amusé. J'ai fait de l'interventionnel sur des cochons, j'ai coupé des stems, j'ai fait des marquages, j'ai fait des trucs, encore une fois, comme disait Camille, tout seul, à mon rythme, comme je le voulais. Et ça, j'ai vraiment adoré. Ça permet aussi de voir que c'est peut-être pas le monde dans lequel j'avais envie d'évoluer la recherche fondamentale. C'était une vraie initiation et je pense que c'était le seul moment finalement où on est capable de le faire dans notre cursus. Et ça permet de comprendre quelles sont leurs visions des choses, quels sont leurs enjeux, de quoi ils ont besoin. Même si je ne comprends pas aussi bien que ceux qui sont au quotidien, ça permet d'avoir au moins une notion de ça. Et donc, c'était super. Et ensuite, j'ai fait ma thèse de sciences en recherche clinique. Enfin, j'ai fait tout le reste en recherche clinique et je fais de la recherche clinique, j'en cadre de recherche clinique. Ça permet, comme disait Grégory, de changer sur autre chose, son travail de stats, des choses comme ça. Donc, c'est pas parce que vous faites un M2 de fondamental que vous êtes obligé de vous enterrer là-dedans, ou en tout cas de continuer dans ce sens-là. Il y en a qui, pour qui une passion naît vraiment, puis il y en a d'autres pour qui le projet s'arrête au bout de labo. L'autre chose que je voulais évoquer, c'est que le M2, c'est une manière de souffler aussi. Je vous ai parlé des remplats, mais quand on est interne, on ne se rend pas compte du poids que la médecine a sur nos quotidiens. Quand on gère des patients au quotidien en salle, c'est quelque chose qui est au fond de votre tête en permanence. Vous ne vous rendrez pas forcément compte du poids que ça a. Mais le jour où vous passez en M2, ça s'en va. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est vos souris, vous y pensez pas le week-end.
Et donc ça, c'est assez important aussi pour le voir, de voir ce que la médecine a comme impact sur vous. Moi, ça m'a fait ça. Je sais pas si je suis le seul, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de me rendre compte que, ok, au quotidien, ça me prenait de la place. C'est pas grave, j'aime bien cette place-là, mais il faut s'en faire s'en rendre compte. Et voilà, je n'ai pas trop grand chose à dire. J'ai vraiment adoré. Je garde des très bons contacts avec l'INSERM là. Je les vois régulièrement, même si j'ai plus de projet avec eux directement, ça charge de plus tard. Et voilà. Et encore une fois, on peut facilement bifurquer vers une autre thématique. Et là où je rejoins Camille encore une fois, c'est que c'est toujours plus simple d'inscrire ça dans un cursus avec un service qui va vous accueillir, qui vous plaît, avec qui vous travailler. Ça donne des billes à vos dossiers, ça donne des billes auprès du chef de service qui va vous accueillir après. Ça vous permet de lancer peut-être cet arbre qu'est la carrière et bifurcation possible. Voilà. Aussi, Du coup, je m'appelle Lucie, je suis interne en néphro à Nancy. Du coup, est-ce que tu as eu la neurorecherche? j'ai eu la j'allais le dire aussi, c'est plus facile de financer. Effectivement. Et donc, cette année, j'étais en Master 2 au centre de recherche des Cordeliers avec Naït Elifzadeh qui travaille aux Explos à Bichat. Et globalement, je suis très très contente de mon Master 2. Sur le plan pratique, j'ai fait les cours, c'était épithélium, structure d'interface, donc encore le même. Et alors, c'était très axé physio et plutôt axé rein. Il n'y avait que des internes dans le Master. Mais c'était très très intéressant, c'était bien, et il y avait aussi une très bonne ambiance, donc si jamais, c'était très bien. Et puis après, le stage, c'est la recherche fondamentale. En gros, ça portait sur les effets rénaux du lithium avec un facteur de croissance qui j'utilise beaucoup, donc c'était des souris. J'arrivais en fin de projet, donc ça, pareil, c'était plus simple pour moi. En fait, il y a plusieurs Master 2 qui sont succédés sur le projet. Et ça m'a permis d'avoir plutôt des manips à compléter. Et donc de me former à plein de petites choses différentes qui sont un peu la base du labo, des ELISA, des PCR, enfin de faire plein de choses différentes. Par contre, du coup, j'étais autonome sur rien, que tout était nouveau et donc je peux tout le temps aller chercher. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'avais pas de temps à côté. Je me suis formée aussi un peu à l'analyse d'images. J'étais un peu au stade, enfin un petit peu. Et du coup, ça permet d'avoir aussi plein de temps à côté, des choses qu'on peut faire à distance. Personne vient vous chercher, donc vous faites vos manips quand c'est possible, que quelqu'un peut vous encadrer, et voilà. Et puis après, du moment que le truc est fait, ça peut être fait à distance. Personne n'était très embêtant. Donc ça, c'était hyper chouette. Ça, je pense que c'est un point que j'ai peut-être pas souligné, mais je trouve hyper intéressant aussi dans les projets de recherche, que ce soit, je pense, des stades de la recherche clinique ou du fondamental, c'est que des fois, on est face à une question. Alors, il faudrait faire ça, on ne sait pas faire, personne ne sait faire au laboratoire. Et en fait, c'est à nous d'aller chercher une espèce d'auto-formation pour comprendre. Enfin, typiquement, l'analyse d'image, on dit qu'il faut quantifier les points verts sur 275 000 images. Donc, au début, tu te dis que tu vas cliquer partout, et puis au bout de 10 minutes, tu dis que c'est pas possible. Et donc après, tu réfléchis et tu regardes et en fait, tu te rends compte qu'il y a des techniques qui sont possibles pour développer. Et je pense que c'est un peu pareil en stats quand tu as des questions qui se posent. Je pense pareil en recherche clinique. Et en fait, ça, je trouve que c'est aussi un moment qui est hyper... Vraiment, en tout cas, je trouve que intellectuellement, ça m'a fait beaucoup progresser ce type d'approche parce que je ne l'utilise pas forcément en médecine dans notre vie de tous les jours. Mais en fait, je trouve que revenir avec ça, bah, tu vois les choses un peu différemment quand tu vois des dossiers avec de l'incertitude, etc. Ouais, en fait, ce qui est aussi, c'est que j'ai l'impression. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de temps, alors je sais pas si. Et ça veut dire que j'avais du temps et pour réfléchir au projet et pas rien comprendre, et aussi pour s'il y a un truc qui me prend du. Enfin, pour pouvoir être enfin. Oui, voilà, être un peu. Enfin, parce que je trouve que si, en général, je sais qu'à l'hôpital, il y a un truc qui prend du temps, je le fais parce qu'il faut le faire et je réfléchis pas à gagner du temps sur le truc en automatisant. Et là, j'avais le temps de réfléchir à comment je pouvais gagner du temps, etc. Donc c'était vraiment chouette. Et puis oui, j'avais aussi le temps pour aller voir au labo ce qu'ils font ailleurs parce qu'ils font des trucs hyper intéressants dans l'équipe. Donc c'était vraiment chouette, ouais, sur le temps. Et puis ça m'a permis aussi de voir que les chercheurs voient pas le temps de la même manière que nous. Et ça, c'est chouette, c'est-à-dire que c'est pas.
enfin, les choses, elles marchent parfois, ça fonctionne pas pendant un an, et ils s'échinent, est-ce que ça fonctionne? Enfin, alors que nous, je sais pas si on met un diurétique, on s'attend à ce que ça fonctionne. Enfin, il n'y a pas de. Et vraiment, ils ont pas tout de suite le résultat. Enfin, nous, on a quand même l'habitude, je sais pas, en clinique, moi j'avais l'impression d'avoir tout de suite le résultat de ce que je faisais, ou assez rapidement, ou en tout cas pas dans 3 ans, quoi. Ou alors je m'en occupe plus parce que je suis interne et que j'ai changé de stage. Et du coup, ouais, c'était vrai, ça, c'est vraiment super. Enfin, je trouve que ça m'a beaucoup apporté de voir ça. Puis après, bon, c'était une chouette ouverture. Moi, je suis contente d'avoir vu ça. J'ai l'impression d'un peu mieux comprendre, même si je comprends toujours pas tout, mais les papiers de recherche fondamentale. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment un truc chouette qu'on veuille faire ou pas d'ailleurs de l'universitaire. C'était vraiment chouette. Tu as soulevé un point en disant que ton M2, il était très avec des docteurs en médecine, enfin des médecins, et c'est vrai qu'il y a des M2 qui sont plus fléchés pour des guillemets internes en médecine, et d'autres qui sont plus fléchés avec des biologistes. Avec une toute petite problématique, c'est qu'ils ne commencent pas forcément au même moment. Bah, c'est ça, là, ça a commencé en novembre. C'était vraiment fléché interne, quoi. Ça s'organise. Si vous voulez faire un Master 2 qui est plus pour les biologistes qui commencent possiblement plutôt dans l'année universitaire, bah, éventuellement ça empiète un peu sur la fin du semestre précédent, ça s'organise, mais il faut savoir au moment où il faut essayer maintenant. C'est assez rigolo hein, quand on est mélangé avec des scientifiques parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que vous. Ils sortent quasiment du bac. Donc vous arrivez au premier cours. Ils sont avec leurs petits clous, comme au lycée, vous êtes beaucoup plus vieux. Et puis, bon, nous, on a réussi pas mal de choses. On a réussi plusieurs concours, donc on a tendance à rouler les mécaniques. Et puis, ce qu'il y a, c'est ils ont eu les premières années de scientifiques et vous allez vous Ça fait rendre un compte stade quoi. que très rapidement, vous avez du mal à comprendre les cours et qu'eux comprennent tout. Donc, c'est aussi une leçon d'humilité un petit peu au début des cours. C'est un master de biologie. Et vous n'avez pas forcément eu les premières années, donc il faut aussi. Parfois, il y a des connaissances à rattraper. J'ai une journée entière de cours au début. Ça fait mal un peu. Ouais, ça. On avait des cours de signalisation cellulaire qui n'étaient pas du tout au programme, c'est peut-être maintenant au programme de médecine. De la P1, ouais. Mais oui, au départ, on se demande de quoi ça parle, tout simplement. Euh, mais bon, c'est pour vous dire que ce genre de choses demande un petit peu de maturité. Et l'autre chose qui demande un petit peu de maturité, c'est que ce que vous avez beaucoup entendu, c'est on a le temps. Et donc, alors le temps, certaines personnes gèrent ça très bien, et d'autres personnes sont un petit peu désœuvrées. Et ça demande pas mal de maturité. C'est peut-être un des apprentissages aussi du M2. C'est que quand on a du temps, ben, il faut savoir gérer, structurer son temps. Si on regarde un petit peu en arrière, ben, avant vous étiez au lycée, vous faisiez ce qu'on vous disait, vous alliez au cours, vous faisiez vos devoirs, vous avez passé votre P1, vous avez appris exactement le programme qu'on vous a demandé. En stage, vous avez des horaires, tout est prédéfini. En master, c'est pas comme ça. Vous êtes un peu maître de votre organisation. Ce sera la première fois. Des questions, des remarques, même des trucs très personnels en disant moi j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est possible? Sinon, j'ai entendu parler de telle personne qui a fait ci, quand est-ce qu'on peut faire ça? Sur la base pratique, il y a une partie cours et une partie stage. Les deux sont liés ou on doit choisir deux différents? Alors, généralement, tu as des cours, par exemple, pour chaque module de cours, tu as des stages qui sont affiliés. Donc, quand tu regardes dans les masters, souvent, tu as des listes d'encadrants de stages et de laboratoires qui sont affiliés. En tout cas, je parle pour le fondamental, je pense que c'est un peu pareil pour les autres spécialités. Donc, tu vois, typiquement, les scientifiques, ils fonctionnent beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils regardent un module de cours qui les intéresse. Je sais pas, ils adorent l'immuno, ils veulent faire de l'immuno, ils regardent l'immuno, et puis dans leur master d'immuno, ils vont voir une liste de stages qui sont affiliés à ce master 2, et puis ils vont contacter les différents chefs d'équipe des laboratoires pour demander s'il y a une possibilité de faire un M2. Ça, c'est un peu différent que votre thématique parce que quand tu es scientifique, bah, tu es encore jeune aussi dans ta construction de projet. Donc, souvent, quand tu arrives en M2, tu sais ce que tu aimes ou pas en matière générale, mais tu sais pas forcément. Enfin, même si tu aimes l'immuno, tu n'es pas encore dire que le NK T invariant dans le cancer du sein, c'est le truc qui t'intéresse le plus au monde. Donc, globalement, c'est là qu'eux, ils commencent à rétrécir un peu leur entonnoir. Quand tu es interne, il y a deux façons. Soit tu as ce kiff-là sur vraiment un groupe, genre j'adore l'immuno-fondamental et mon trip c'est faire le M2 d'immuno-fondamental de Pasteur et je veux faire que ça. Et après, je trouve un labo qui est affilié à ça. Il y en a quelques-uns qui, en fait, ont quand même des profils très, très scientifiques dans le fond et Souvent, on commençait pendant leur externat. souvent on commençait par avec ça, soit les parcours médecine-sciences, ENS et compagnie, soit souvent, en fait, tu as plutôt
des questions sur une pathologie ou un groupe de pathologies qui t'intéresse, en fait, c'est plutôt via le laboratoire que tu vas te poser les questions. Enfin, moi, typiquement, pour l'instant, tous les M2 que j'ai eus, médecins, c'est des gens qui voulaient faire ou de la fibrose rénale ou de la gammapathie monoclonale et qui se sont dit, bah, tiens, Camille fait de la gammapathie monoclonale, je vais lui écrire, est-ce qu'on peut faire un projet? On a dit OK, puis après, c'est là-dessus qu'ils se sont réintégrés sur le master. Et après, sachant qu'il n'y a pas d'obligation formelle. Enfin, c'est-à-dire que tu peux être inscrit enfin, tu peux avoir un encadrant de stage et un master pour lequel il n'est pas forcément affilié. Il faut juste qu'il y ait une cohérence commune. Typiquement, tu ne vas pas t'inscrire en master de recherche clinique si tu vas faire de la génétique moléculaire en laboratoire, quoi. Mais c'est quand même assez open après dans les différents trucs, quoi. Et sachant que moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'aussi tu trouves de l'intérêt à tout. Enfin, je trouve qu'en fait, les cours, souvent, au premier abord, tu te diras c'est intéressant ou c'est pas intéressant. Souvent, c'est quand même assez polyvalent. Tu as rarement un master de 100% néphro ou 100% pneumo ou 100% cardio. Tu as souvent, c'est plus sur des thématiques biologiques, donc tu as souvent un peu de tout. Mais typiquement, épithélium, structure d'interface, ce que j'avais bien aimé, c'est que bah, tu avais pas mal de néphro, mais tu avais des pathos, tu avais du tube digestif, tu avais de la pneumo. Tu avais des cours par des médecins scientifiques et par des scientifiques fondamentaux. Donc, tu avais vraiment, je trouvais, ces deux aspects qui étaient C'est quoi plutôt ton différents. Enfin, je suis encore en train de... Ceux qui sont venus voulaient faire des masters. Je sais qu'Hélène, elle va en faire un. Et puis les mieux. Ouais, voilà. En fait, c'est un peu bon. C'est ambiance. Elle a déjà des idées d'épidémiologie en termes de phénotype. Alors moi, je suis néphro, sinon dans ce domaine-là, et puis je suis en perfil Bordeaux. Il y a un labo là-bas avec des néphros qui sont très actifs dans le pays. Ça me paraît. En tout cas, vous avez, enfin, n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou quoi. Enfin, le but c'était aussi de vous donner un peu des contacts. Voilà, si quelqu'un qui a parlé, vous dit, ah, tiens, c'est ça que je veux faire. C'était aussi ça le but, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est en demandant des conseils aux gens qui en ont fait. Pareil sur les financements, hein. Le mieux, c'est de demander aux copains qui viennent de postuler tous les rouages et tout ça. Puis si vous avez des doutes, si vous avez des copains qui ont des doutes en disant, ah, tiens, finalement, je suis en contact avec ce labo, ça me paraît bizarre, ou comme que ce soit le Master 2, que ce soit le financement, que ce soit le stage, en vous disant, est-ce que ça te paraît possible de faire ça pendant un an ou par un an? Alors, il y a un petit sujet qui a été évoqué tout à l'heure. Parfois, c'est pas tout à fait ce qu'on va faire. Et ça, c'est un peu bizarre quand on commence à appliquer à des sources de financement. De vraiment faire ça pendant un an. Alors, parfois, oui, et parfois, non. Donc voilà, n'hésitez pas à discuter ou à dire, tiens, je vais pouvoir vraiment faire ça pendant un an. Parfois, non. Mais pour avoir le financement, bah, c'est ça, on va écrire ça. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, en sciences fondamentales, ils ont un peu des gros projets déjà écrits. Et puis quand on arrive au moment d'une aventure tentée dans le labo et on fait les manips, on fait partie d'un. C'est ce que Lucie disait, elle arrive, elle est plutôt sur la fin d'un projet, donc voilà, elle finit. Le Master 2, il s'inscrit au milieu d'un projet, il s'inscrit Ouais. tout seul dans un projet. C'est l'échelle de temps de la science, hein. Un article, c'est 3, 4, 5 ans en sciences fondamentales. Donc un Master 2, il arrive à un moment de cette histoire-là. Il ne faut pas y aller forcément pour publier. Là, il y a un côté vraiment un peu aléatoire et de chance, hein. Il faut vraiment y aller pour apprendre quelque chose, une compétence. Voilà, si vous faites une carrière HU, vous ne serez plus à ce papier-là après de votre master. Si vous arrivez sur la fin d'un projet, bah, vous serez associé à un papier. Si le papier est publié 6 ans après, on vous aura oublié peut-être. Enfin, j'espère pas. on arrive un peu. Ouais, ça arrive. Oh, Si vous avez l'impression que vous avez été oublié sur un papier ou que votre travail n'est pas reconnu à un style de vrai, bah, vous n'hésitez pas là encore à nous contacter parce que ça peut arriver. Il y a aussi des labos où les choses ne se passent pas forcément bien, tant sur le plan scientifique que financier, que comportemental. Comportemental, maintenant, il y a des structures dédiées à ça. Mais là aussi, ça peut arriver. Et l'idée, c'est aussi qu'il puisse y avoir des mesures d'écoute comme les nôtres pour aider ou conseiller sur cette point. C'est moins, voilà, en termes de publication, la recherche fondamentale, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus ingratté. On y va vraiment pour acquérir en compétences. Voilà, tout le reste de votre carrière, quand vous lirez des papiers, ça vous paraît un petit peu plus seul. Mais ça, c'est un truc qui est aussi intéressant, c'est que quand on lit même un Nature ou un Science, on a l'impression que l'histoire, elle déroule, genre ils se disent, oh, bah, non, non, en 6 mois, c'est fait, quoi. Ouais. On a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, tout a marché. Et là, tu fais, à la haute, en fait, rien ne marche, c'est marrant.
Comment je vais faire? Et effectivement, 6 mois plus tard, tu es encore à dire, mais et puis ton chef qui dit, si, si, ça a marché une fois dans les mains de l'ancienne M2, machin truc, il y a 2 ans, donc ça doit marcher. Sûr, c'est Et deux voilà. thèses et 3 Master 2, donc voilà. Pas premier auteur de nature avec un Master. Ah non, clairement. Et après, vous allez avoir des résultats négatifs, parfois parce que ça ne marche pas, on peut rejoindre avec un truc, et parfois parce qu'il y a d'autres papiers où vous dites un peu comment vous trouvez ça? Peut-être que vous n'avez pas vraiment trouvé ça. Si. Oui, c'est vrai. L'intégrité dans la science, c'est aussi un sujet. C'est ça, ça aiguise l'esprit critique assez fortement aussi, quoi, globalement. Pas juste sur de l'analyse de résultats, mais.